vivez avec vos voisins et vous n'en pouvez plus. Trop de bruit dans l'appartement. Vous êtes préoccupés, nous le sommes. Raison pour laquelle nous allons en parler en première partie d'émission avec nos invités. Alors, en seconde partie d'émission, ça sera un autre sujet. L'argent de poche, obligation ou choix. L'argent de poche est une question pédagogique ou non? Alors, bienvenue dans Génération News, l'émission qui vous informe sur les questions liées à la jeunesse. Alpha à ma droite, bonjour. Bonjour Thierry, merci de l'invitation. Alors Alpha, tu es journaliste blogueur, hein, merci d'être là. Nous avons également Jaël, tu es étudiante en droit privé, merci d'avoir accepté l'invitation de Génération News. Merci Thierry. Également Griel, tu es étudiant en génie civil, merci d'être là. Merci, le plaisir est partagé. Et Steven, étudiant en droit des affaires et fiscalité, merci d'être avec nous. Le plaisir est pour moi. Alors, nous allons parler d'un sujet important. Pour ne pas entendre son voisin, il faut s'entendre avec son voisin. Et nous avons remarqué que vivre avec des voisins, ce n'est pas facile du tout. On a parfois envie de déménager parce qu'on vit un calvaire. Je vais m'adresser à toi, justement, Steven. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui, qu'est-ce qui est à l'origine de ce qu'on peut appeler calvaire ? Quand on vit avec un voisin qui ne nous arrange pas quelque part. D'accord. Ce qui peut être appelé calvaire, c'est déjà l'incompréhension qu'il peut avoir entre les personnes. Ça peut aussi être la méconnaissance d'autrui, parce que la méconnaissance d'autrui, justement, nous pousse parfois à avoir peur, à se sentir en insécurité, et parfois même à penser certaines choses de notre voisin. Et donc, ce calvaire-là, justement, naît généralement du sentiment d'insatisfaction, mais aussi des attentes parfois un peu trop hautes par rapport à notre voisin, selon sa condition de vie, selon son travail, selon un certain nombre de choses, parce que justement les gens ne sont que le fruit de leurs habitudes. Et donc le calvaire peut naître de tout cela. Et Jaël, justement, ce calvaire qu'on appelle calvaire, est-ce que vraiment, comme disait tout à l'heure Steven, on est un peu exigeant quelque part ou pas? Oui, beaucoup. L'on se dit parfois que l'effort doit toujours venir de l'autre et pas forcément de nous. On est plutôt très exigeant vis-à-vis des autres, mais pas vis-à-vis de nous-mêmes. Parfois, on attend que ce soit notre voisin qui prenne des initiatives parfois ou qui décide parfois d'essayer d'arranger les choses entre nous, alors que nous-mêmes, parfois, nous ne faisons pas déjà l'effort de comprendre que déjà nous tous nous sommes imparfaits, nous sommes des humains, on a chacun ses défauts, nous revenons de différents horizons avec différentes éducations, donc essayer de faire des compromis, des concessions pour pouvoir être à même de ne pas surestimer l'autre, de ne pas penser que c'est l'autre qui fait toujours mal, alors que nous-mêmes aussi, nous pouvons parfois être à l'origine même du calvaire que parfois vivent les autres. Et Alpha, quand on a affaire à un voisin qui fouine de partout, qui regarde tout ce qu'on fait à la fenêtre, qui se mêle de tout, qu'est-ce qu'on fait justement? Est-ce qu'on doit accepter cette situation telle qu'elle est ou pas? Alors c'est très compliqué, c'est peut-être même l'une des questions la plus difficile qui est très délicate, qui est posée. Moi je pense que vivre avec son voisin suppose, comme l'a dit mon cher ami Steven, la connaissance de la personne. Il faut connaître la personne avec laquelle on vit. Mais ce n'est pas toujours évident quand même. On peut venir dans un appartement, trouver des colocataires qu'on ne connaît pas forcément. Donc là, ce qui peut nous aider, c'est quand même, je dirais, des qualités qu'on peut développer, qu'on doit avoir en nous-mêmes. Comme le disait le philosophe, connais-toi toi-même. Donc je vis avec autrui, il faut de la patience, il faut de la compréhension. Il faut aimer autrui aussi. Je pense que c'est très important. Comprendre celui avec lequel on est, il a ses défauts, il a aussi ses qualités. Nous aussi, nous venons avec nos qualités et nos défauts, donc cela suppose quand même une certaine rigueur qu'il faut s'imposer pour pouvoir vivre et comprendre. Mais de là à s'occuper des affaires d'autrui, là, je ne sais pas sincèrement quoi dire. C'est quand même dérangeant, dérangeant. Quand on voit un voisin qui passe toujours à la fenêtre, qui se mêle de tout, comme je disais tout à l'heure, Griel. Toi, qu'est-ce que tu peux faire justement quand tu fais face à un tel voisin ou une voisine? Est-ce que la solution pour toi serait de déménager ou pas?
En tout cas, sincèrement, j'ai jamais vécu cette situation. Mais si ça arrivait, forcément, je vais déménager ou forcément, je veux parler à ce dernier pour le reprocher de son comportement qui ne me plaît pas parce que chacun de nous a droit à une seconde chance. C'est pas dès qu'on t'attaque ou bien voilà, dès que tu ressens quelque chose que voilà, tu ne peux pas apprécier ou supporter que tu vas directement prendre une décision de partir. Peut-être là où tu iras encore, c'est encore plus pire que voilà, là où tu étais en fait. D'accord. Et justement, toujours avec toi, Griel, tu disais tout à l'heure que tu ne peux pas déménager tout de suite. C'est un point important. Là, je comprends qu'il faut communiquer. Avant d'aller plus loin, il faut d'abord communiquer. Alors, Steven, est-ce que tu es d'accord avec Griel? Avant d'envisager autre chose, avant d'envisager le déménagement, il faut d'abord parler avec son voisin ou sa voisine? Oui, bien sûr. Pourquoi communiquer? Communiquer parce que les humains sont des êtres de communication, parce qu'il faut pouvoir exprimer son problème. Les autres ne le perçoivent peut-être pas de la même manière. On parlait tout à l'heure d'éducation, on peut parler également d'environnement, et on peut parler même de culture, parce qu'il y a des cultures où c'est beaucoup plus ouvert, où on intègre facilement, on fait intégrer facilement, et donc tout dépend de cela. Il est possible justement, et c'est à mon sens ce qui est le plus recommandé, de pouvoir se rapprocher de la personne, pouvoir discuter avec la personne et lui faire comprendre ce qu'on pense qui nous dérange en fait. Et ainsi, quand on discute avec la personne et qu'on fait savoir son problème, et qu'on dit ce qui nous dérange, en ce moment-là, cette personne est informée et cette personne se rend compte à quel point son comportement arrive à déranger. Et en ce sens, si on trouve que la personne ne manifeste pas de changement ou la personne ne change pas tout simplement, on peut employer d'autres méthodes. On peut par exemple, dans le cadre d'une colocation, on peut par exemple se rendre auprès du bailleur ou on peut aller un peu plus loin. Mais d'abord la communication parce que les relations humaines se basent autour de la communication. Exactement, autour de la communication. Oui, Griel veut ajouter, oui, vas-y, et puis j'aimerais ajouter quelque chose. Et puis ça dépend aussi de pourquoi en fait la personne se met à guetter et tout. Parce que si c'est important, la communication c'est important, c'est pour savoir le pourquoi. Peut-être le fait pour une bonne cause, peut-être voilà, lui aussi il a une inquiétude. Mais regarder à la fenêtre, c'est vraiment pour une bonne cause, Griel? Si je te sens un peu suspect et tout. Oui, mais il y a quand même la porte aussi. Ben, je ne veux pas que tu saches que voilà, je te surveille. C'est juste qu'il y a des gens qui sont comme ça en fait. Il y a des gens qui ont des comportements sadiques. Ben, c'est après que tu essaies un peu de rentrer dans le vif du sujet que tu te rends compte que c'est pas en fait des mauvais nœuds ou bien en fait une mauvaise intention en fait. D'accord. Et Jaël, la fréquence. Tout à l'heure, Steven disait qu'avant d'opter d'autres méthodes, il faut d'abord communiquer. Les deux partagent cet avis. Mais à quelle fréquence justement? Est-ce qu'il faut parler 2, 3 fois, 4 fois ou plusieurs fois? À quelle fréquence justement? Déjà, ma mère dit toujours la répétition est pédagogique, si on peut dire ça comme ça. Le nombre de fois que ce sera nécessaire de parler, bah, je pense qu'il faudra parler. Tant que la situation ne t'arrange pas, tu parles. Maintenant, après, la fréquence, ça dépend des personnes. Ça dépend vraiment de la personne qui est en face de toi. Il y a des gens, par exemple, qui supportent facilement, elles peuvent parler. Et tant que tu t'arranges pas, elles vont continuer. Il y a d'autres, elles parlent 1 fois, 2 fois, 3 fois, ce qui est mon cas. Après, franchement, j'abandonne. Je suis une personne, je craque facilement. Mais alors là, si j'ai parlé 1 fois, 2 fois, 3 fois, je vois que la situation, ça ne s'arrange pas. Je prends des précautions, je prends peut-être des mesures, peut-être dans le cas du déménagement, peut-être, oui, partir. Mais après, ça dépend vraiment des personnes qui sont en face de toi. Si la personne a l'air compréhensive vis-à-vis de ce que tu fais, bah, prochaine occasion, tu n'hésites pas à parler et peut-être que la personne changera vis-à-vis de ce que tu as eu à avancer. Par contre. Et Alpha, toujours dans le même sens, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter toutes ces tensions, tous ces conflits? On peut avoir également des animaux à la maison, un chien qui aboie tout le temps, on revient du boulot, on sait que le bruit peut être un facteur de stress. Voilà. Et quand tu arrives chez toi, déjà tu as une journée très compliquée, tu as envie de faire la sieste, mais tu entends le chien qui aboie, c'est très dérangeant. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour éviter tous ces conflits-là? C'est vrai que tout à l'heure on a parlé du déménagement qui est une option peut-être qui peut venir qui peut venir après, mais qu'est-ce qu'il faut faire en fait en ce moment-là? Ici, moi, je trouve ou je pense que la solution à prendre, ou en tout cas ce qu'il faut faire,
c'est de savoir avec qui on vit. C'est de savoir avec qui on vit. Avant de prendre la chambre, oui, je préfère, pour éviter tout ça. Mais on dit qu'on ne choisit pas ses voisins. Peut-être ses voisins dehors, oui, dans la cour et autres, mais ses voisins, comment on appelle, dans le même appartement, oui. Je pense qu'on peut les choisir. Comment est-ce possible? J'aimerais bien le savoir. C'est pas très souvent évident. Oui, Lorsque tu voyages à l'étranger, c'est pas souvent évident de connaître les personnes avec qui tu vas vivre. Si moi, j'ai pas de famille dans le pays où je vais vivre, bah, tu seras obligé quand même quelque part de vivre avec des inconnus parce que on va pas après organiser un camp ou une réunion pour apprendre à se connaître avant d'habiter ensemble. Donc forcément, tu seras quelque part obligé d'habiter avec des inconnus. Donc je pense pas que le fait de connaître la personne avec qui tu vas vivre soit vraiment une solution en fait. Le fait, c'est de juste savoir connaître sa place, connaître ce que tu es venu faire, vous habitez ensemble. C'est pas méchant de partager quelques pots, de manger ensemble, de partager certaines choses, mais chacun doit connaître sa place, chacun doit savoir que le respect d'autrui quand même passe avant tout, le respect de ce que tu veux pas qu'on te fasse, tu vas pas faire à l'autre ce que tu veux pas que toi demain après-demain on te fasse. Je crois que Alpha, tu n'as pas terminé. Hein. Exactement, j'ai pas terminé. Il n'a pas terminé. Voilà, pour rejoindre quand même Jaël, la liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres. Effectivement. Ça, nous le savons très bien. Mais moi, dans ma conception des choses, je ne peux pas vivre avec une personne. Et de l'expérience que j'ai eue à Dakar, personnellement, depuis que j'ai décidé de vivre seul, je me suis dit que désormais, je dois connaître celui avec lequel je serai dans la maison. Si je ne le connais pas, je ne viens pas. Tu es guinéen d'origine, c'est bien ça. Tu es arrivé au Sénégal en 2009. En 2009, oui. En 2009, voilà, en 2009. Mais du haut de ma petite expérience, d'accord, étudiant et tout ça, ayant vécu seul ici, je me dis que désormais, je serai dans une maison où je connais quand même, je ne dis pas à tout le monde, mais où j'aurai quand même une ou deux personnes que je connais, que je fréquente. Parce que venir descendre dans un appartement en ne connaissant personne, je trouve ça, moi, de mon côté, un peu bizarre. Des cultures, oui, vas-y. Moi, j'aimerais quand même rejoindre l'idée de l'autre sur le choix. C'est trop risqué? Non, c'est important parce que moi, je peux... Déjà, tu devais déjà lancer l'histoire de culture et de nationalité. Parce que moi, personnellement, si je dois choisir des colocataires à vivre avec eux, forcément, je veux m'inquiéter d'abord sur certaines nationalités. C'est déjà un choix, déjà. Je ne voudrais pas vivre, par exemple... Est-ce que la nationalité importe ou bien c'est plutôt l'éducation? On peut être aussi, on peut avoir la même nationalité que son voisin, mais il se comporte très mal. Personnellement, je prends un exemple. Si je dois partager la douche avec des gens, et je sais par exemple que ceux-là sont par exemple tel pays et qu'ils ont une mauvaise réputation, ce sens-là, je ne peux pas prendre le risque déjà d'aller prendre une maison avec ce genre de personnes. Vous voyez un peu. Donc il y a ces facteurs-là aussi. Je ne peux pas prendre une maison par exemple si je sais que là-bas il y a un chien. En fait, il y a un de personnes. Je peux pas me hasarder. Le choix peut être sur certains paramètres. Ici à Dakar, quand on met par exemple une chambre, on exige de faire certaines nationalités. On dit Gabonais, si c'est pas Gabonais, c'est règle qu'on fait, quoi. Donc il y a une mauvaise réputation, il faut faire très attention. C'est pas une mauvaise réputation. Ou bien comment ça se passe justement par rapport à ce que tu dis. Comportement et tout. Donc quand on dit telle nationalité, il ne faudrait même pas prendre l'appartement. Pour toi, tu es catégorique là-dessus. Par exemple, si tu ne supportes pas le bruit, tu sais que si tu vas prendre un Congolais, personnellement, c'est un gars qui aime la musique. Forcément, tu seras obligé un jour d'écouter, voilà, tu comprends, tu vois là où je vais venir. Et forcément, tu vas écarter déjà ce critère-là, en fait, pour dire que moi, pas des Congolais parce que je n'aime pas le bruit. Moi, Est-ce que Steven est d'accord avec Griel par rapport à ce qu'il dit? Est-ce qu'il faut voir justement la nationalité, la réputation? Je trouve ça c'est dommage parce que je trouve ça c'est réducteur quand même. Réduire des nationalités à un certain nombre de choses que moi que je préférais appeler stéréotypes, c'est assez dommage quand même parce que aujourd'hui, moi je suis congolais, je suis dans mes études de droit, c'est assez difficile tout le long de l'année, donc je suis tout calme, je m'arrange pour travailler, valider mes semestres. Et à la fin, et c'est là où c'est important parce que quand on dit qu'on choisit les gens sont très changeants selon les, comment je dirais ça, selon les moments de leur vie. Au moment où je vais à l'école, par exemple, je suis studieux, je suis tout ça. Et quand je suis en vacances, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup m'amuser, je sors beaucoup, je fais ceci. Donc, si la personne me choisit pendant les vacances, la personne ignore ce que je suis pendant la période académique. Comme quand quelqu'un me choisit pendant la période académique,
en se disant que je suis très calme, studieux, tout ça, la personne ignore mon côté où j'aime bien prendre du plaisir pendant les vacances. Donc, moi, je préférais qu'on aille beaucoup plus, au lieu d'aller sur les nationalités ou sur je ne sais pas quoi, qu'on aille beaucoup plus sur des principes. Parce que la vie ensemble, c'est aussi ça. Et je pense que les règles existent pour ça. Et donc, on s'est établi un certain nombre de règles pendant que nous vivons ensemble et nous nous disons que pour vivre ensemble, pour bien cohabiter, il faut que nous puissions respecter ça, ça et ça. Exactement. Un étudiant en droit, tu ne vas pas te mettre avec, je donne un exemple comme ça, un musicien, un artiste musicien, c'est sûr qu'il va faire ses répétitions à la maison. Voilà. Et même si vous être de la même nationalité, est-ce que ça va aller? C'est ça, moi, personnellement, vous avez mal aperçu le fait que je parle de nationalité. Moi, je n'ai pas un problème avec... Moi, je suis africain, je suis fier de l'être. Quand je dis africain... Oui, c'est ça, on l'a bien compris, c'est ton avis. Hein. De toute façon, c'est ton avis. On le respecte. Je pense que Jaël aussi veut réagir. Bon, oui, je voudrais rejoindre son avis à Steven. C'est pour dire qu'on ne va pas réduire le comportement à une nationalité ou du moins à une ethnie ou je ne sais pas quoi. Mais on doit plus se focaliser, comme il a dit, sur le comportement. Parce que je peux venir de X ou Y pays où, par exemple, là-bas, c'est réputé de personnes qui aiment le bruit, qui aiment la fête. Et moi, je ne le suis pas en fait. Comme par exemple, déjà, quand je suis arrivée, moi, depuis l'aéroport même, avant, dans mon pays, au Gabon, je suis arrivée, on me dit, oui, toi, tu es gabonaise, oui, après, tu vas aller foutre le bordel là-bas comme tes frères gabonais. Et eux, là-bas, ils sont réputés pour la fête, ils vont dans tous les endroits, ils font ceci, ils font cela. Mais moi, depuis que je suis arrivée, je compte à peine le nombre d'endroits où je suis partie, où vraiment, je sens que ce sont des endroits où il y a la fête. Pourquoi? Parce que c'est pas dans mes habitudes, c'est pas mon éducation que j'ai reçue. Mais je suis gabonaise pourtant. Pourtant, les autres font la fête, ils font certaines choses parfois qui ne sont pas bien. Mais les gens avec qui je vis, ils s'étonnent même quand je dis que je suis gabonaise. Parce qu'ils se disent que non, tu ne peux pas être trop calme comme ça. C'est question d'éducation aussi. Voilà, c'est question de comportement et d'éducation. C'est question des gens que tu fréquentes en fait. C'est question de comment tu veux vivre. Comme il a dit, avec ces questions de règles, vous habitez en colocation. Vous allez établir des règles, vous allez communiquer, vous allez chercher à vous... on la laisse terminer. Comment dire? Tu vas chercher voilà, à faire des concessions. Si tu veux être heureux, je pense qu'il y a un certain nombre de choses à faire. On va tous choisir. Ce qui est sûr, c'est que l'autre, il va faire des compromis pour moi. Moi, je vais faire des compromis pour lui. Et après, on vit tranquillement. Il faut des concessions, justement. Voilà. On peut être, comme tu disais au tout début, hein, on peut être exigeant ou pas, mais il faudrait vraiment des concessions. Alors, Alpha, tu m'as confié quelque chose. Toi, tu vis un calvaire, justement. Est-ce que tu peux partager quand même cette histoire? Comment ça se passe, justement, avec tes voisins? Oui, je répondrai à cette question, mais je donne quand même raison à mon frère et ami. Oui. Parce que vous savez, tout est écrit, tout se trouve dans les livres. Et il y a un adage que j'aimerais partager avec vous, une citation que j'aime bien. On ne rassemble pas des oiseaux quand on craint le bruit des ailes. Alors, je pense que ça doit résumer ça. Avant de venir, il faut savoir, comme je l'ai dit, avec qui on vit. Ça, c'est quand même quelque chose de très important pour ne pas justement avoir à vivre tout ce calvaire et tout ça. Moi, c'est ce que j'ai vécu, par exemple. Et vous voulez que je vous fasse la petite confidence? D'accord, j'aimerais bien... Un petit résumé. Voilà, un petit résumé, c'est-à-dire en 6 mois, ici à Dakar, en 6 mois, 7 mois, oui, j'ai déménagé à 4 reprises. 4 reprises, parce que d'abord, je ne connaissais pas, je viens dans un truc, je ne sais pas avec qui je vis. Ça, c'est un. Je n'ai pas cherché à savoir. J'avais un problème là-bas, il n'y a pas d'eau, je déménage, je pars ailleurs. Je viens, je trouve là-bas, voilà, que ceux qui sont là-bas, comment on appelle, ils sont soit entre eux, ils ne veulent pas parler. Donc, des petits problèmes comme ça. Et parfois, comme l'a dit ici Griel en début d'émission, quand on échangeait, parfois, vous venez, vous n'avez pas les mêmes habitudes. Vous n'avez pas les mêmes fréquentations. Alors là, c'est tout un problème. Laver la maison et la toilette, c'est... Je ne veux pas vraiment rentrer. Non, oui, c'est trop. On a bien compris. Et finalement, tu as déménagé. Est-ce qu'il y a eu un changement? Déjà, le premier déménagement, c'était un calvaire. Est-ce que le second, comment ça s'est passé? Troisième, à la fin, ce que je veux dire, est-ce que ça valait la peine de déménager autant? Non. Alors là, je répondrai, je dirais non. Il fallait plutôt apprendre à vivre avec les autres. Finalement, j'ai échangé avec mon père, c'est le conseil qu'il m'a donné. Ah oui. Il dit finalement, tu risques de faire tout Dakar. Parce que si tu continues comme ça, tu vas te retrouver dans tous les quartiers. Je me suis retrouvé à Wakam, à Castor, à Yaritali, par exemple. C'est vraiment incroyable. C'est une dépense qui ne dit pas son nom.
Voilà. Si vous regardez le côté financier, les dépenses, non, j'étais vraiment épuisé. Je pense que si j'avais économisé tout cet argent, j'aurais créé mon entreprise et oui, surtout je n'en serais pas là. quand on n'est pas propriétaire, on peut être exigeant, mais je veux dire à moitié. Comme disait aussi Alpha, il faut le vivre ensemble. C'est à peu près quand on était enfant dans la maison, tout le monde n'a pas le même caractère. Parfois, on se dit pourquoi mon grand frère se comporte ainsi, mais quand tu es adulte et que tu n'es pas propriétaire, il va falloir que tu t'habitues également, jusqu'à ce que tu vas acheter un terrain et construire, Steven. Voilà, et justement, oui, il y a Alpha qui veut réagir. Auteur d'idée, oui. Je vous assure que c'est des choses que je n'ai jamais voulu faire, mais je suis allé à un point où je ne parlais plus à mes colocataires. Je suis resté 2-3 mois, je ne parlais pas avec eux. On se voit là-bas, chacun passe, il rentre dans sa chambre, il n'y a absolument rien entre nous. Juste pour vous montrer que c'était finalement c'était infernal et j'avais trouvé que c'était la solution. C'était en tout cas la posture qu'il fallait adopter pour ne pas être en conflit avec les gens, parce que je me disais, à force de déménager aussi, est-ce que ça allait régler finalement la situation? Donc il fallait rester, s'occuper de ses oignons, comme on le dit, et voilà, basta. Il y a Steven qui veut rajouter, qui veut réagir, vas-y. Pour répondre à Alpha sur tout ce qu'il vient de dire, moi je pense qu'il y a un élément central quand même. Et l'élément central dans les relations humaines, je pense que c'est la tolérance quand même. Et comme votre père l'a si bien dit, vous allez finir par changer tous les quartiers. Et là encore, on a dit quelque chose d'assez important, jusqu'à acheter un terrain, mais ça ne règle toujours pas le problème. Parce qu'on peut on peut vivre dans des parcelles avec des murs mitoyens, et on a des voisins, tout ça, mais ça ne rassure toujours à rien. C'est pour cela que la tolérance doit être au centre de notre comportement, au centre de notre vision de la vie en société, parce que même quand on achète un terrain, il se peut que le voisin ait un chien, il se peut que le voisin aime le bricolage, voilà, il se peut qu'il ait un arbre dans les branches des bords des viandes de notre côté, tout ça. Donc il va falloir être un peu plus tolérant, essayer de comprendre, parce que nos comportements sont parfois dus aussi à notre histoire, à notre vécu. C'est très important ça, il y a des gens qui ont subi des traumatismes. Il y a des gens, par exemple, là tout à l'heure on disait, vous avez dit, enfin tu as dit, des gens qui se regroupent contre eux, tout ça. Après, ça dépend. Peut-être que c'est l'éducation qu'ils ont reçue. Donc, ça fait intervenir plein de choses que l'important ne serait pas d'analyser toutes ces informations-là. Parfois, il faut se laisser vivre, tout simplement. Accepter autrui tel qu'il est, tel qu'il se présente. Mais après, comme on a dit tout à l'heure, la tolérance, mais il y a des éléments clés, il y a des principes. Il y a des choses que je ne laisserai pas passer. Et quand on me le dit, on reviendra, et ce moment-là de la tolérance, on passe donc à la communication. Je me rapproche et je dis ce qui me dérange. Qu'est-ce qui me dérange? Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut régler cela? Et donc, de temps en temps, parfois on n'a même pas besoin d'en faire une réunion ou quelque chose d'assez formel. Ça peut être dans des petits messages subliminaux, ça peut être en se saluant le matin, on dit par exemple « Ah, hier j'ai remarqué que vous avez écouté la musique, c'était assez fort ». Tout simplement, parfois on n'a même pas besoin d'en faire quelque chose d'assez formel. Ça peut passer dans des blagues, ça peut passer dans les petits moments de retrouvailles, dans le couloir, tout ça. Dieu merci, moi je me suis retrouvé, quand je suis arrivé à Dakar, je me suis retrouvé dans une situation où j'habitais chez mon oncle qui avait également des voisins, et nous étions des voisins assez bruyants quand même. Et donc, parfois les autres... Merci d'être véridique. Je vous en prie. Donc, parfois les autres nous le faisaient savoir, mais après, on expliquait parfois pourquoi, parce que parfois quand on est au téléphone, dans mon pays d'où je viens, il y a des problèmes de réseau parfois, donc quand je discute au téléphone, parfois je suis obligé de parler un peu plus fort. Mais ça, c'est quelque chose que lui perçoit comme ça et qu'il ne comprend pas tant qu'il ne me pose pas la question. Et en posant la question, il a une explication. Ça peut peut-être lui permettre de mieux me comprendre et de mieux accepter ce dérangement-là. Pareil pour quelqu'un qui a le bébé et tout le reste. Très bien. Griel, j'ai bien compris ta position. Il faut choisir ses voisins, même si vraiment c'est un peu difficile de choisir ses voisins. Je comprends ton avis. Hein. Maintenant, là, on voudrait parler justement du vivre ensemble. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même des avantages, le fait de vivre avec d'autres nationalités? En tout cas, il y a des avantages, tu apprends, et puis de toute façon, la vie, c'est un apprentissage. Il y a beaucoup d'avantages, vivre avec des communautés, en fait, des communautés que tu n'as jamais connues. Moi, j'ai appris à vivre avec, par exemple, des Gabonais. J'ai aussi appris à vivre avec les Comoriens. Oui. Donc, du coup, ça, tu apprends beaucoup, en fait, tu apprends beaucoup. Tu apprends, par exemple, de leur culture et tu prends ce qui est bien, tu vois un peu.
tu rejettes ce qui est mauvais. Donc pour moi, je dis que oui, c'est important, c'est essentiel, c'est une belle expérience en tout cas. Et comme disait Steven, je vais m'adresser, je me tourne vers toi, Alpha. Steven disait tout à l'heure qu'il faut quand même fixer aussi des limites. On a des principes, on a des valeurs, même si on va vers d'autres personnes, on a des voisins qui ne sont pas peut-être congolais comme l'autre ou bien guinéens, j'en passe. Mais au moins, il faut faire savoir aux autres que j'ai des principes, ça je fais, ça je ne le fais pas. Tout a une limite, même l'hospitalité. Donner tout et rester nu, c'est plus que de l'imprudence, c'est de l'imprévoyance. Tout a une limite. Alors, dans ce ordre d'idée, il faut comprendre quand même qu'on vit avec autrui, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser la frontière. Il ne faut pas dépasser la frontière parce que ça peut être très grave. Jaël, justement, qu'est-ce que tu en penses? Il faut avoir des limites et que les voisins doivent quand même savoir que celui-là a des valeurs. Je pense que voilà, rien qu'en te voyant, ou du moins rien qu'en cohabitant ensemble, on va comprendre que tu ne fais pas certaines choses déjà. Si les personnes sont attentives, bien sûr, mais si les personnes elles ne sont pas attentives, je pense qu'il faudrait déjà, dès que vous arriviez, connaître que voilà, tu n'aimerais pas que demain, après-demain, je m'intruise dans ta chambre, par exemple, et que je prenne quelque chose qui est à toi sans ton consentement. Alors donc, toi, tu ne vas pas le faire pour moi. Tu ne vas pas voilà, t'introduire dans mon univers. Très bien. Et en tant que voisin, on peut avoir aussi besoin d'un peu d'argent de poche, si on est conjoint ou pas. Même si on est parent, on peut avoir des enfants. Et est-ce que ces enfants ont besoin d'un peu d'argent? On va en parler dans la seconde partie de cette émission. Et à tout de suite. Bienvenue dans la seconde et dernière partie de ce numéro de Génération News. L'argent de poche, obligation ou choix. Et je suis toujours avec mes invités. Jaël, l'argent de poche pour ou contre, je ne sais pas si tu es d'accord. Je t'écoute quand même par rapport à cela. Est-ce que tu es d'accord? Déjà, Sermi, évidemment que je serais d'accord. Personne ne veut refuser de l'argent parce que déjà, j'ai été éduquée comme ça. Avec mes parents, j'ai toujours eu de l'argent de poche, sans prétention. J'en ai toujours eu. Donc forcément, si en grandissant, j'aimerais toujours en avoir parce que l'abondance au bien ne nuit pas, même si moi-même j'ai déjà mon salaire. J'aimerais bien que quelqu'un voilà, me donne une attention particulière en me donnant de l'argent de poche, même si ce n'est pas forcément un montant significatif ou du moins c'est un grand montant, mais juste par symbole, juste pour montrer que voilà, la personne aussi peut penser à moi. Donc évidemment, je suis d'accord pour l'argent de poche. Ce n'est pas mauvais d'avoir un peu d'argent. Alpha, on sait que les enfants ont des envies et des besoins. Est-ce que tu penses que pour des parents, ils doivent quand même faire comprendre aux enfants que vous avez des envies, mais également des besoins? En vous donnant de l'argent, vous devez quand même faire la part des choses. Tout à fait. Alors c'est à ce niveau-là que se situe la problématique. C'est-à-dire les enfants, ils ne savent pas que papa n'a pas d'argent. D'autant plus qu'on voit, même quand ils viennent à la boutique, papa, maman, il faut m'acheter. Donc eux, ils ne savent pas que papa n'a pas ou maman n'a pas. Papa, c'est le plus fort, maman, c'est la plus belle. Donc ils peuvent tout. Merci beaucoup. À partir de ce moment, c'est aux parents de s'imposer cette rigueur parce qu'ils aiment leurs enfants, ils veulent montrer qu'ils sont attentifs et tout ça, mais justement en exagérant, l'exagération. Alors dans la pratique, avec les enfants, là je prends le cas d'abord des enfants, peut conduire et plus tard à, je dirais, à une maîtrise tu vois, de leur éducation. Ils seront habitués à l'argent, ils seront capricieux, voilà, c'est-à-dire être des enfants capricieux demain et des adultes même peut-être capricieux, voilà, qui sont déjà habitués à être servis, qui ne sont pas habitués à chercher, à se voir refuser quelque chose. Donc à partir de ce moment-là, ça peut devenir vraiment très compliqué. Et Griel, qu'est-ce que tu en penses pour les parents qui le font? Est-ce que c'est une bonne chose, tout en sachant que quelque part, l'enfant peut devenir peut-être indépendant après? Est-ce que pour toi, c'est une bonne chose? Comme disait Alpha tout à l'heure, l'enfant a besoin des bonbons. Est-ce que ça doit se faire aussi tous les jours ou bien c'est plutôt mensuel? En tout cas, déjà, Alpha a presque tout dit. Moi, personnellement, je n'ai pas grandi avec les parents qui te donnaient l'argent de poche. Déjà, même quand je suis allé à l'école, ma mère, à moi, elle me faisait mon goûter, elle me donnait pas de l'argent, par exemple, pour payer le père à la récréation. Non, 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 non. Parce que pour nous, l'argent, d'où je viens, en fait, en tout cas, l'argent,
c'est important en fait, il faut savoir montrer l'importance à l'enfant de l'argent. Et donc le fait de donner de l'argent ou bien de faire une vie, voilà, donner de l'argent à l'enfant. Je trouve que c'est pas, pour moi, ça ne serait pas mieux fait, ça ne serait pas l'idéal. L'enfant, s'il a des besoins, il doit forcément se rapprocher de toi. J'ai tel souci. Il n'aura pas un besoin primordial qui va le. Je ne sais pas comment les gens voient. Alors, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu as dit forcément. Est-ce que, Steven, toi, tu partages son avis ou bien pour toi, tu te dis que c'est normal, un enfant a des besoins, comme je disais également, un enfant a des besoins, il a également des envies. Est-ce que pour toi, c'est bien normal qu'un parent puisse donner de l'argent de poche à son enfant ou pas? Oui, bien sûr, pour moi, c'est normal. Et je m'inscris même dans une position où je suis à l'autre bout du monde par rapport à ce qui a été dit par Riel et Alpha. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je me dis que nous sommes dans un monde totalement différent. Nous sommes dans un monde de consommation. Et le monde de consommation, là, ne commence pas qu'avec les parents, mais aussi avec les enfants. Aujourd'hui, je pense que l'argent de poche n'est pas obligatoire, je tiens à le souligner, mais c'est quelque chose qui peut aider l'enfant. C'est pour moi une forme d'initiation, une initiation à la gestion, une initiation pour l'enfant de prendre l'habitude avec l'argent, de pouvoir prendre des initiatives parce qu'il y aura des moments où il ne sera pas forcément avec ses parents. Il doit avoir sur lui de quoi faire face par exemple à un problème. Il peut se retrouver dans une situation, il faut qu'il rentre à la maison en taxi. On vient le chercher, il a un chauffeur ou je ne sais pas quoi, mais ce jour-là, la voiture est en panne ou il y a un problème. L'enfant doit pouvoir subvenir à cela. L'enfant doit avoir, il y a des moments où il a besoin de quelque chose, il doit pouvoir subvenir à ce besoin-là. L'enfant a des petites dépenses où il n'est pas obligé de venir vers les parents ou quoi que ce soit. Donc l'enfant, en lui donnant l'argent de poche, pour moi, c'est une forme de responsabilisation de l'enfant. D'accord. Et donc, c'est quelqu'un qui peut devenir indépendant plus tard, qui, voilà, comme tu disais, bien gérer justement ses finances sur la gestion et sur les finances. Pas seulement grand, même en tant que petit. Il est petit, il sait déjà gérer l'argent. Et quand il sera grand, il peut être un entrepreneur. C'est d'ailleurs comme ça que ça commence. Personnellement, j'aimerais intervenir parce que le problème ici, c'est enfant. Parce qu'il y a des stades, au fait. On est enfant, et un jour, on devient ado, et puis on devient adulte. Oui. Vous n'avez pas donné, je ne sais pas moi, un enfant vous n'avez pas... De 5 ans, de 6 ans. En fait, l'argent, c'est-à-dire ça dépend de l'enfant, en fait. Tu dois savoir aussi la mentalité de ton enfant. Est-ce que celui-là, avec l'argent, il aura... Tu peux essayer pour voir, et après, voilà, prendre les précautions. Mais s'il n'a pas un problème avec l'argent, forcément, tu vois... Tu peux faire de ça une vie chez lui pour pouvoir développer certaines capacités. Par contre, pour moi, je me dis que... Donc, si je suis un peu ta logique, ça dépend de l'âge, mais justement, à quel âge? Est-ce qu'il faut le faire à partir de 5 ans, quand l'enfant a 5 ans, 12 ans ou plus il y a le sexe avant aussi. de t'accorder la parole, tu peux il y a le sexe, il y a le sexe aussi par rapport à l'âge, il y a le sexe. Parce qu'un garçon et une femme, déjà, ils n'ont pas une même évolution. Dans la société et autres. Pour moi, par exemple, pour une fille, déjà dès qu'elle commence à voir ses menstrues forcément, il faut commencer déjà à quel âge, justement? Je voudrais quand même t'entendre. Moi, je ne sais pas, moi. Un garçon, pour moi, je me dis à 15 ans. Une fille plus jeune encore que cela, genre, disons, 13 ans. D'accord. Est-ce que c'est pas trop tard, Jaël? Quand il dit qu'il faut attendre 12 ans ou 13 ans, dans certaines familles, ça commence tôt. 6 ans, 7 ans, on responsabilise l'enfant. Oui. Et toi, justement, vas-y, je t'écoute, qu'est-ce que tu en penses? Moi, personnellement, je suis dans une famille là où c'est comme ça. Chez moi, mon père en fait même déjà une règle. Mes petites sœurs, la dernière, bon, c'est vrai, elle a qu'un an, mais le petit garçon, il a 7 ans. Mais de 7 ans jusqu'à moi, on donne de l'argent de poche. Celles qui sont au milieu, elles ont à peine 9 ans, 10 ans, 13 ans. Elles ont de l'argent de poche. C'est comme Steven disait, c'est pour initier l'enfant à savoir que c'est vrai, papa on a, c'est vrai, il nous en donne tous les jours, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec? Ce qui est bien parfois, c'est comme Riel l'a dit, c'est de savoir la mentalité de ses enfants. C'est parce que mon père, il connaît la mentalité de ses enfants. Et il a institué quoi? Par contre, quand il leur donne de l'argent, il a institué le fait de leur acheter toutes, en début d'année, vu que la plupart sont des filles, de leur acheter toutes des coffres. Donc, il fait quoi? Il vous achète des coffres. Les coffres, il vous donne de l'argent chaque jour. Hormis le goûter, hormis l'argent de l'école, il vous donne d'autres sous
où chacune doit être responsable de son coffre. C'est toi qui choisis si tu mets de l'argent dans ton coffre ou si tu dépenses pour acheter des friandises. Si en fin d'année, tu réussis, tu casses ton coffre à Noël, par exemple, tu as des sous, le cadeau l'argent que tu vas obtenir de ça, on t'ajoute un autre cadeau. Donc, tu vois que ça pousse à l'enfant à économiser en fait. Même si tu ne veux pas économiser, tu seras obligé d'économiser parce que voilà, l'enfant il sait dans sa mentalité, les enfants ils aiment les cadeaux. Donc en fin d'année, si je réussis à parvenir peut-être dans mon coffre à avoir plus que ma soeur ou avoir plus d'argent en économisant, j'aurai un cadeau supplémentaire ou je vais faire un cadeau à mon frère ou mon frère me fera un cadeau. Donc je pense que l'argent de poche est très important. C'est vraiment important parce que l'enfant, tu ne sais pas, peut-être comme il a dit, l'enfant peut développer certains trucs. L'enfant n'aura pas forcément besoin de venir te dire, toi, papa, déjà, moi, j'ai un père très absent. Donc, déjà, aller demander à maman, ce n'est pas très évident parce que c'est le papa qui est parfois plus il large. faudrait justement voir un peu la mentalité de l'enfant, ne pas laisser, parce que l'enfant peut également dépenser, beaucoup dépenser. Et on peut avoir aussi, l'enfant peut acheter des jeux addictifs, hein, et après ça deviendra très dangereux pour l'enfant. Mais est-ce qu'on peut appeler ça comme contrôle? Est-ce qu'un parent doit contrôler toutes les dépenses de l'enfant, Alpha? Alors, à ce niveau, j'ai lu un livre que j'aimerais partager avec vous qui s'appelle « Mon ado est en crise ». Alors, dans ce livre, l'auteur nous explique clairement et calmement que l'enfant, c'est l'une des entreprises la plus difficile, je dirais, à faire grandir d'abord. Parce que c'est un enfant, il ne sait pas forcément ce qui est bien pour lui. Je dis pas forcément, je ne dis pas qu'il ne sait pas. Il y a des enfants qui sont très jeunes, consciencieux et tout ça. Mais je pense que la prise de conscience de l'enfant peut parfois être tardive. Et dans cette prise de conscience qui peut être tardive, les parents doivent jouer un rôle qui est assez crucial. C'est-à-dire ne pas suivre l'enfant alors. Parce que finalement, on voit aujourd'hui des parents qui suivent l'enfant, qui suivent les déshydratats de l'enfant, qui suivent, je dirais, ce que l'enfant veut faire. Et finalement, ils deviennent eux-mêmes, pardon, tu disais? Les caprices. Exactement, les caprices. Et plus tard, mais cette expression, elle existe, je pense, des enfants gâtés. C'est une expression qui existe, que nous connaissons tous, parce que c'est des enfants qui n'ont jamais été, je dirais, tapés et tout ça. C'est des enfants qui font ce qu'ils veulent. Papa aime l'enfant. Les parents ne sont pas trop exigeants et à la fin, ça devient un enfant devient gâté, justement. Il devient gâté et je donnais une citation, une phrase tout à l'heure que je peux réemployer ici. Tout a une limite. Alors même l'hospitalité, je le disais. J'aime bien cette citation. Je l'aime bien, oui, je l'aime bien. Parce que même l'hospitalité, vous savez, donner quand même, c'est l'une des choses les plus partagées avec autrui. C'est une chose qui est formidable. Mais même ça, ça doit être quand même fait de façon assez cadré. D'accord. Alors, Jaël disait quelque chose de très important tout à l'heure, des coffres. Ça, c'est peut-être il y a eu, il y a 10 ans en arrière, ou même, on va dire, 3 ans en arrière. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit aller également dans ce sens-là, les coffres, ou bien plutôt créer ou ouvrir un compte bancaire pour son enfant, tout en sachant qu'à 7 ans, à 8 ans, il ne peut pas aller retirer son argent, mais peut-être aussi un autre système, les mobile money, c'est ça, justement. Est-ce que tu penses qu'il faudrait réadapter le système? Déjà, avant de répondre, il y a un truc que j'allais dire, c'est que mon oncle m'avait dit une fois, en tout cas, la meilleure expérience que j'ai eu à avoir dans la vie, c'est en fait, de ne pas vivre chez soi, en fait. Je vis chez mon oncle. Et une fois, il m'a dit que le meilleur héritage, bien la meilleure chose qu'on peut laisser à un enfant, ce sont les valeurs, c'est l'éducation. C'est-à-dire, même si tu ne laisses pas de maison et tout, tant que la personne a des valeurs, a une bonne éducation, cette personne saura comment vivre en société. Vous voyez un peu. Donc, ça rejoint un peu comment dire, la conception de l'argent face à l'enfant, en fait. Donc, qu'est-ce que je veux dire pour rebondir sur le sujet que c'est la question oui. que tu m'as posée, en fait. C'est que le parent de cette dernière a développé un astuce pour introduire une vie. Vous voyez un peu. Et cela, ça dépend, en fait, de toi, parent, en fait, qui gère ton argent et qui, voilà, voudrait éduquer tes enfants et tout, parce que c'est une valeur que tu veux transmettre. Maintenant, il y a le fait que vous parlez, par exemple, ça rejoint au fait un autre cadre, en fait. Le fait d'ouvrir un compte en banque, là, c'est des trucs à long terme. Mobile money, d'accord, je me dis que c'est, je sais pas. L'enfant a son compte, s'il a besoin d'un cadeau, au lieu d'aller voir papa, il peut quand même aller faire un retrait
Alors peut-être L'enfant, pour quel toi, âge? c'est C'est toujours l'âge. tu n'es pas toujours d'accord avec ça. L'enfant, à quel âge tu vas Parce parler qu'il de est conscient, monnaie? exactement. Alors, Steven, il y a pas seulement les enfants, hein, et il y a également entre partenaires. Hein. Est-ce que c'est une obligation? Quand on sait qu'on vit ensemble, est-ce que l'homme est obligé de donner un peu d'argent à sa conjointe? Merci, mais avant de répondre à cette Oui, question, vas-y, je t'en prie. je vais remonter un peu plus haut sur ce que vous avez dit sur les mobile money et sur les Oui, comptes. je t'en prie. Justement, aujourd'hui, en France, par exemple, ils sont dans une démarche depuis près de 5 ans où un enfant peut avoir un compte courant depuis même 10 ans. Et donc, pour avoir ce compte, il faut quand même la signature des parents, ça c'est normal parce que c'est un incapable, un mineur c'est un incapable aux yeux de la loi, donc il ne peut pas prendre ce genre d'engagement. Mais à 10 ans déjà, il peut avoir un compte. Mobile Money aussi aujourd'hui c'est beaucoup plus facile. Et le compte épargne, c'est sur le long terme. Donc, il peut déjà avoir son compte courant. Et même moi, je suis l'exemple de cela justement parce que moi, j'ai un compte courant. Enfin, mes parents avaient ouvert un compte courant au Congo parce que là-bas, ce n'est pas encore possible, mais ils avaient ouvert un compte courant à mon nom et j'avais le droit de retirer de l'argent. Et là, ça avait commencé, j'étais peut-être déjà je devais être en seconde. J'avais un compte courant et épargne. Donc, Ça t'a beaucoup aidé, justement. Ça m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai. Ça m'a aussi fait grandir parce que j'ai eu à commettre des erreurs, à en abuser parfois. Et après, à chaque fois, de ces expériences-là, aujourd'hui, j'arrive à l'étranger, vivant seul, beaucoup plus grandi. Et pour revenir à ce qu'on disait justement sur obligation, donner de l'argent de poche à son conjoint ou à sa conjointe, non, parce que pour moi, obligation, désolé, je suis juriste, pour moi, obligation, ça fait naître des droits. Or, dans les droits qu'un époux a, il n'y a pas argent de poche. Donc, ça ne peut pas être obligation pour l'autre parce que obligation... C'est un choix. Voilà, c'est un choix qu'on fait. Un choix qui peut être motivé selon l'éducation, selon la culture, selon un certain nombre de choses. Moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas dans cette optique-là de donner de l'argent de poche à une femme. Par contre, il se peut que je puisse trouver quelque chose, une belle montre. Enfin, quand je me retrouverai dans cette situation-là, je trouverai peut-être une belle montre, une belle robe ou je ne sais pas quoi, quelque chose qui fait plaisir. On peut quand même savoir pour quelle raison. Oui, bien sûr, parce que moi je me dis aujourd'hui que la femme de plus en plus parle de son émancipation, de plus en plus parle de l'égalité. Et pour moi, j'arrive mal à comprendre que mon égal en fait, puisse recevoir de l'argent de moi. Parce qu'aujourd'hui, justement, dans les sociétés africaines, c'est beaucoup plus l'homme qui débourse que la femme. Donc, je vois très mal que mon égal puisse recevoir de l'argent continuellement de moi. On est bien d'accord, l'argent de poche, ça n'a rien à voir avec les dépenses mensuelles. Et je respecte ton avis. Je pense que Jaël va réagir tout à l'heure. Alors, est-ce que pour toi, tu te dis, la femme, elle est émancipée, ça ne sert pas de lui donner cet argent? Non, je peux quand même lui donner tout ce qui est dépenses pour la maison, peut-être pour la popote, comme on le dit. Mais pour ses petits sacs, ses chaussures, non. Parce que ça a une explication. Je m'inscris dans une situation où je me dis la femme que j'aimerais avoir sera une femme instruite, avec un travail et tout cela. Donc elle aura un revenu pour faire face à ce genre de problème. Et donc, cette femme-là, pouvant faire face à ces problèmes, je vois très mal moi, mon argent, enfin ce qui va rester de mon argent, que je puisse lui donner ça comme ça. Mais il se peut que je lui achète quelque chose pour lui faire plaisir. Moi, par exemple, quand je parle de voiture, parce que je suis un amoureux d'automobile, je me dis toujours que ma femme doit accompagner les enfants dans un beau 4x4 que j'achèterai. Avoir des beaux bijoux, que ça se sente que c'est ma femme. Parce que ma réussite aussi, c'est cela. Mais de là, s'inscrire dans une situation où elle a droit à quelque chose, que ce soit régulier ou je ne sais pas comment, non. En tout cas, je ne suis pas de cet avis. Alors, Jaël, tu étais en train de sourire tout à l'heure. Je te laisse réagir. Tu es la seule femme, on va dire. Il y a deux femmes ici sur le plateau, mais je te laisse quand même la main. Oui, je vois. En fait, je comprends parfaitement son point de vue, mais n'oublions pas que nous sommes en Afrique. Et il y a certaines réalités, en fait, on peut pas fermer les yeux sur ça, en fait. La réalité selon laquelle l'homme est forcément... Même pas forcément dans le salaire ou dans ce qu'on l'on gagne, mais l'homme est toujours au-dessus. Même ne serait-ce que dans nos origines africaines, l'homme est toujours au-dessus de sa femme. C'est le chef de la famille. Voilà, l'homme c'est le chef de la famille en quelque sorte. Même si ta femme gagne plus que toi, tu es le chef de la famille. Si tu te considères comme étant le chef de la famille, il n'y a pas d'égalité entre toi et ta femme. Et vu qu'il n'y a pas d'égalité entre toi et ta femme, c'est que quelque part tu es responsable d'elle.
On ne parle pas de donner de l'argent de poche dans le cadre où ce sera quelque chose de consistant ou quelque chose de, je ne sais pas, d'obligatoire. Ce n'est pas obligatoire, c'est un choix. Mais je pense que si tu aimes à suffisance ta femme, si tu respectes à suffisance ta femme, tu dois être à même de lui montrer ça. Le cadeau, c'est à part. Le cadeau, on fait le cadeau à tout le monde. Mais de là à prendre ton argent, tu lui remets. C'est significatif pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle comprend que dans ton salaire, j'ai quand même droit à quelque chose. Je ne suis pas ton enfant, je ne suis pas, voilà, je suis pas ta mère. C'est un droit? C'est pas un droit, ça ne peut pas être un droit. C'est comme il a dit, nous sommes juristes, un droit, on ne peut pas classer ça dans une affaire de droit, mais c'est de montrer une part d'affection vis-à-vis de ta femme. C'est de lui montrer que voilà, je suis à même aussi de te donner ça. Par exemple, comme moi je le disais depuis le départ, moi j'ai grandi dans ça. J'ai un père qui est diplomate, donc de l'argent, j'en ai vu. Donc, si je vais, par exemple, me mettre avec une personne qui n'a pas assez de sous, c'est pas tant le fait qu'il ne m'en donne pas ou qu'il ne m'en donne pas assez, mais c'est le geste. C'est le fait que, est-ce qu'il peut être à même de penser aussi à moi vis-à-vis de cet argent? En tout cas, moi, je comprends les deux. Hein. Est-ce qu'on peut se dire que ça dépend également de la compréhension de chacun, que ce soit le conjoint ou la conjointe, ou bien de notre éducation? Peut-être qu'on n'a pas vécu, on n'a pas connu ça, et on se dit que c'est bien normal que ma conjointe ne reçoit rien, pas rien, mais je veux dire l'argent de poche. Est-ce que toi également, tu es d'avis? Ou bien tu te dis que c'est naturel quand on aime une femme, on prend soin d'elle? Alors, deux avis ont été donnés ici, d'abord par Steven, je pense, et qui parlait quand même aujourd'hui à travers, je dirais, la mondialisation et tout ce que nous voyons, tout ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire il faut quand même que ce soit 50-50. Voilà, c'est-à-dire, oui, 50-50 parce que je ne peux pas comprendre, accepter aussi que l'homme soit... C'est seulement l'homme qui donne et la femme ne donne pas. C'est quand même un très bon point. Je te laisse terminer. Je vais laisser... c'est Griel qui va répondre à cette question. Je pense, comme le disait aujourd'hui, les femmes, excusez-moi, elles parlent d'émancipation. Elles veulent être émancipées, elles veulent être... voilà, je ne sais pas. Dans ce ordre d'idée-là, moi, j'aurais même proposé, si j'étais député à l'Assemblée nationale, que les hommes ne donnent plus à 100% la dépense. Parce qu'aujourd'hui, les femmes veulent quand même... Oui, je sais qu'elle est un peu surprise, mais dans la dépense, par exemple, que chacun donne la moitié de son salaire pour les besoins de... Pour faire face aux besoins. Oui, je ne suis pas contre ça, par exemple. Est-ce que émancipation voudrait dire qu'on ne doit pas recevoir l'argent de son mari? Je vais laisser quand même Griad répondre à cette question. Ça j'ai bien compris. J'ai bien compris ton avis. Il faut de la réciprocité. Oui. Elle parlait d'attention, elle parlait d'amour. Est-ce que Griad, tu peux quand même nous aider? C'est réciproque. C'est réciproque. Émancipation, c'est quoi déjà? Est-ce que émancipation voudrait dire qu'on ne peut pas recevoir l'argent de poche de son conjoint? Moi, en tout cas, c'est comme ça aussi que je pense. Hein. Si la femme veut l'émancipation, ce qui veut l'égalité, et l'égalité, en fait, les femmes la voient en fait, dans tous les sens de la vie du terme. En fait. Donc, si c'est ça, alors, ça veut dire qu'elles vont perdre certains droits en fait, qu'elles avaient. Tu vois un peu. Parce que la femme a tendance à se plaindre trop, en fait. Exactement. Elle se plaint trop et de fois pour rien. Prenons le cas. Alors, je n'ai pas compris quand tu dis elle se plaint trop, des fois pour rien. Est-ce que tu peux être un peu explicite? En fait, c'est là où je devais en venir. Oui. À l'époque, ou bien en Europe, ils ont cette habitude, voilà, même si on a le même diplôme, on ne gagne pas le même salaire. Vous voyez ce que je veux dire? En Europe. Et comme on est en Afrique? En Afrique, moi je prends parce que l'émancipation est plus facile de l'Europe. Aujourd'hui, c'est l'Afrique. Donc on ne peut pas vraiment parler d'émancipation. Et puis moi personnellement, qu'est-ce que je veux dire? Je dis que c'est un droit. Si c'est un droit, l'argent de poche. Moi je suis en tout cas contre, quelle que soit en fait l'éducation que vous avez reçue, quelles que soient les valeurs que vous avez reçues, s'il faudrait mettre la carte sur table. C'est un droit, même si vous voulez amener les thèmes juridiques, ici moi j'ai pas fait. Tu dis que c'est un droit, mais tout à l'heure tu disais également il faut faire 50-50. Tu es d'accord qu'il faut quand même donner de l'argent à la femme, et tout à l'heure on disait que ce n'est pas une obligation, ce qui est sûr c'est écrit nulle part. Voilà, c'est un choix, je respecte ton avis, et on parle d'argent de poche. Est-ce que la femme aussi peut donner un peu d'argent à son mari? Steven. Évidemment. On aimerait vraiment assister à ça.
Alpha voudrait bien répondre à cette question, mais on laisse quand même Steven et ensuite tu pourras réagir. Je pense que non, argent de poche en tant que tel, puisque pour moi, nous sommes dans un rapport d'égalité. Donc, ce que je pense qu'un homme ne doit pas faire pour une femme, logiquement, la femme ne devrait pas le faire pour l'homme aussi. Donc, moi, je suis dans une situation où c'est une relation d'abord et avant tout amoureuse, donc ça ne se base pas sur l'argent, le matériel et quoi que ce soit. Donc, l'homme, s'il trouve quelque chose de beau, quelque chose qui lui plaît, qu'il aimerait voir sur sa femme, il peut acheter. Comme la femme aussi, si elle trouve quelque chose de beau et qu'elle pense qu'elle peut offrir à son mari, elle le fait. Alors, une relation amoureuse, c'est également une complémentarité. Exactement. Tu voulais réagir, mais Jaël, quand même, toi également, on a besoin de t'écouter. Alpha, c'était le même avis. C'était le même Donc, avis. Jaël, vais-y, on t'écoute. Déjà, je vais en citer Sauve un peu les femmes aussi. ce qu'il a dit. Il a dit, on part sur la base de relations amoureuses. Oui. Lorsqu'on parle de relations amoureuses, c'est pour cela que j'ai appuyé et insisté sur le fait que ce n'est pas tant le montant, ce n'est pas tant l'argent en fait, ce n'est pas tant le fait de donner de l'argent, mais je parle de l'attention que tu vas émettre déjà. Non, mais Pas forcément non, financière. elle parle pas de Pas elle forcément parle de l'attention qui Ce n'a que rien tu à voir m'offres, avec les finances, c'est ça. Voilà, mais pas justement, est-ce que ça va, financière. c'est tous les deux, les parties, que ce soit l'homme ou la femme, les deux ont besoin de cette attention, que ce soit financière ou pas. Voilà, Ça, on parle de c'est tout à fait réciprocité. réciproque. Du moment où nous sommes dans une relation, je sais que mon partenaire, voilà, il est peut-être fan, il est peut-être un amoureux de chaussures. Moi, je claque facilement mon argent, je te paye une chaussure, je t'achète. Mais il faut que ça vienne du cœur. Si moi, je remarque à chaque fois, je te fais des attentions, mais que toi, tu pars sur du principe que voilà, tu payes déjà assez dans la maison, tu fais déjà assez de dépenses dans la maison, que tu peux pas en retour me donner une attention, c'est pas forcément de l'argent, c'est pas forcément du liquide en fait. Mais Jaël, justement, on parle une d'argent de attention, poche. en fait. Ça n'a rien à voir avec les cadeaux. On peut offrir des cadeaux, mais là, la question, c'est vraiment l'argent de poche. Et moi, je n'ai pas vraiment entendu la réponse. Est-ce que, je crois que c'est Steven qui a répondu tout à l'heure, est-ce que l'homme doit quand même, la femme, pardon, doit donner de l'argent à son homme? Est-ce que Jaël, justement, tu es d'accord avec ça? En dehors de tout ce qui est cadeau, hein? Est-ce que tu es d'accord en tant que femme, tu peux donner un peu d'argent à ton homme? Forcément. C'est un peu difficile aussi de l'accepter. Hein? Non, pour moi, c'est vraiment pas difficile de l'accepter. Du moment où si tu te retrouves en incapacité, si tu te retrouves dans une aide ou comme on ne peut pas vraiment parler d'argent de poche parce que je pense que argent de poche c'est plus mineur et supérieur mineur. Et on peut plus parler d'aide en fait. Si mon conjoint il est en oui, ça me dérange pas en fait. Ça c'est vraiment c'est pas la fréquence qui dérange. Si la personne elle a besoin d'aide, je vais t'aider. Si je me mets par exemple en relation avec une personne qui n'a suffisamment pas d'argent, mais que je vois ses efforts, que je vois que la personne, lorsque moi je suis en incapacité, elle m'aide, mais automatiquement, moi ça ne va jamais me déranger de t'aider. Je peux t'aider H24, je peux t'aider tous les jours. Ça ne va vraiment pas me déranger. C'est vraiment ça en fait. Il faut une réciprocité. Si je on est d'accord sur le principe, exactement. Il faut une réciprocité, pardon, et aussi ce n'est pas une obligation, mais c'est un choix. C'est la fin de cette émission. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alpha, journaliste, blogueur, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Et également, Griel, tu es étudiant en génie civil. Merci d'avoir répondu à notre invitation. En tout cas, le plaisir a été partagé. Merci. Et également, Steven, étudiant en droit, des affaires et fiscalité. Merci à toi. Le plaisir était pour moi. Enfin, nous avons Jaël, tu es étudiante en droit privé. Merci à toi. Merci, Zermi. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se dit à très bientôt sur Média.